je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité sociopolitique haïtienne. Eh bien, si vous avez suivi l'actualité politique haïtienne, eh bien, vous conviendrez avec moi qu'on peut qualifier cette semaine, d'un point de vue politique, d'une semaine affligeante. Ce n'est point à dire que les autres semaines ont été plus joyeuses, ce n'est point à dire que les autres semaines étaient porteuses de meilleures nouvelles, mais j'ai l'impression que cette semaine, on est allé encore plus bas dans cette scène politique qu'on aura tôt fait de qualifier de vaudeville. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a bientôt 3 ans, celle qui était alors ministre de la Sécurité publique, ministre de la Justice, Émilie Prophète pour ne pas la nommer, est allée avouer candidement sur un plateau de la télévision française que les territoires qui sont contrôlés par les gangs, ce qu'on appelle à proprement parler aujourd'hui des terroristes, ces territoires-là, avouait alors la ministre de la Sécurité publique et de la Justice, étaient des territoires perdus. On était offusqué d'entendre une ministre de la Justice, une ministre de la Sécurité publique qui est doublement payée pour un portefeuille double, plutôt que de dire voici ce qu'elle allait mettre en place pour recouvrer les territoires qui sont occupés par les bandits armés, par les terroristes. On était offusqué, dis-je, d'entendre cette même ministre avouer qu'on n'a aucun plan, on n'a aucune volonté de résoudre ce problème-là. Au contraire, on devrait s'habituer à l'idée que ce sont désormais des territoires perdus. Bon. C'est d'autant plus affligeant que ceux qui étaient alors dans l'opposition disaient « mais quelle honte » parce que quand on est payé pour un ministère, quand on est payé pour une mission et qu'on réalise qu'on ne peut pas livrer la marchandise, pour reprendre la formule des anglo-saxons, le meilleur comportement à avoir, c'est de remettre sa démission. Bon. Et donc, je vous ai dit que c'est une semaine affligeante parce que ceux qui étaient dans l'opposition à Ariel
18 mois plus tard, sont au pouvoir. Je parle de l'économiste Friedjan, qui était dans une opposition ouverte à Ariel Henry, qui était sur tous les créneaux pour dire que ce Premier ministre-là ne fait rien pour résoudre le problème d'insécurité. Eh bien, imaginez que dans une longue entrevue fleuve de plus d'1 heure qu'il a accordée à un journaliste frère d'Haïti, eh bien, pendant 1h30, eh bien, celui qui aujourd'hui est le coordonnateur du CPT, donc à toute fin pratique, le président d'Haïti, eh bien, il avoue candidement qu'il avait sous-estimé le problème d'insécurité et il ne promet rien pour les semaines à venir, pour les mois à venir. On a l'impression que ce président-là, tout comme les autres qu'on a connus, tout comme Ariel avant lui, n'est-ce pas, se contente de faire des photos, il se contente de prononcer des discours, les uns plus insipides que les autres, mais pour avouer qu'il avait sous-estimé le problème et qu'il n'a pas de solution aux 10 problèmes. J'essaie de m'imaginer quel patron garderait encore un employé, quel patron garderait encore un expert qui est richement payé pour son expertise et qui vient avouer à ce patron-là candidement qu'il n'a pas les compétences pour résoudre le problème. Mais attention, cet employé-là tient toujours à son poste. Autant dire, il demande à l'employeur de continuer à le payer, même si ce pourquoi il est payé, il ne le livre pas. Il dit, écoutez, il lui dirait, j'ai sous-estimé le problème, mais gardez-moi quand même pour mes beaux yeux. Si c'était le premier conseiller à avouer publiquement son incompétence, on se consolerait à l'idée que les autres, au moins, sauront quoi faire. Mais non, Friedjan n'est pas le premier à avouer son incompétence. Celui qui l'a précédé à ce poste-là, Edgar Leblanc, avait avoué la même incompétence en disant qu'on avait sous-estimé le problème d'insécurité. Celui qui a immédiatement précédé Friedjan, Leslie Voltaire, en dehors de quelques gestes éclatants, de quelques gestes, ma foi, scandaleux, n'a rien fait non plus. Et pourtant, ces gens-là continuent d'être payés richement pour ce qu'ils ne font pas et qu'ils prétendaient pouvoir faire. J'ai dit qu'on est allé un peu plus bas dans ce vaudeville, car ce n'est pas seulement le CPT qui avoue son incompétence. On a vu cette semaine le Premier ministre Didier Fils-Aimé se rendre chez son patron aux États-Unis, flanqué du secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario André Sol, pour aller prendre quelques photos avec des élus du Congrès américain. Et quand Didier Fils-Aimé est revenu en Haïti et qu'il a donné une conférence de presse sur les résultats attendus de sa mission, eh bien, là encore, c'était du vide. On a l'impression que Alex Didier Fils-Aimé avait besoin de quelques jours de vacances. Il s'est rendu à Washington pour quelques photos, question de faire croire à la population haïtienne qu'il y est allé faire quelque chose. Où sont les résultats ? Ils ne sont nulle part. Cette semaine, en plus des aveux d'incompétence, on a eu droit à une espèce de spectacle de mauvais goût. Le CPT a invité une deuxième fois le président de la Colombie qui avait promis d'aider Haïti à résoudre son problème d'insécurité. C'est déjà la deuxième fois qu'il vient. Il est venu cette fois pour une courte visite. Il n'a donné aucune conférence de presse, il n'a donné aucune explication sur la véritable raison de sa visite. Après quelques heures, il est reparti, n'est-ce pas, vers la Colombie sans rien dire, n'est-ce pas, à la population haïtienne, alors que le CPT avait annoncé que le président colombien allait revenir en Haïti pour l'aider à résoudre le problème d'insécurité. Si vous avez suivi le titre de l'émission, c'est « De la sécurité à l'éducation ». C'est tout le gouvernement qui est incompétent. Tenez, parlons d'éducation. J'ai suivi la carrière du professeur Antoine Augustin
professeur Antoine Augustin, pendant longtemps, était perçu comme quelqu'un qui comprend la problématique du système éducatif haïtien. C'est quelqu'un qui comprend, n'est-ce pas, les problèmes de la société haïtienne, n'est-il pas sociologue? Et pendant au moins les 3 dernières années, eh bien, le professeur Augustin accordait des entrevues de plus en plus fréquentes sur nos chaînes de télévision, exposant nos problèmes, présentant le diagnostic de l'école haïtienne et en y allant même avec des propositions pour résoudre les problèmes du système éducatif haïtien. Tenez, lorsque le CPT a fait appel à lui, voilà déjà un peu plus d'1 an, 16 mois maintenant comme ministre de l'Éducation, j'avais espoir qu'au moins lui serait prêt dès le jour 0 à impulser une nouvelle orientation à ce qu'on appelle improprement d'ailleurs le ministère d'éducation nationale. Pourquoi improprement? Parce qu'il n'y a pas d'éducation nationale en Haïti. Il n'y a pas d'éducation en Haïti, il n'y a que de la scolarisation. Et la scolarisation qu'on a n'a rien de national puisque c'est une scolarisation qui nous a été imposée, n'est-ce pas, dès 1865 par la France. Question de faire de ces anciens esclaves, de ces néocolonisés, n'est-ce pas, des gens qui seraient à tout jamais soumis à la France et qui seraient utiles non pas à leur propre pays, mais aux pays étrangers. Alors j'avais espoir, dis-je, que celui-là au moins, ce professeur de carrière, ce sociologue qui était sur tous les fronts promettant de résoudre le problème si jamais il était porté à la tête du ministère, eh bien imaginez que près de 2 ans après qu'il a été installé comme ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation d'Haïti, M. Antoine Augustin, y est allé d'une conférence de presse fleuve pour dire en un mot qu'il n'y a pas d'école haïtienne, que les professeurs sont désormais fous, que les parents sont fous, que les étudiants sont fous, et il a même exposé un certain nombre de chiffres alarmants. Exemple, quand on a une cohorte de 1 million d'élèves qui entrent à la première année du primaire, une dizaine d'années plus tard, s'il y a 50 000 d'entre eux qui réussissent leur examen de bac 2, c'est-à-dire la fin de leur étude secondaire, on devrait, n'est-ce pas, trinquer et célébrer pour ces 50 000-là qui auraient réussi sur une cohorte de 1 million. Autant dire, et ça on le savait tous, l'école d'Haïti, je ne l'appelle même pas l'école haïtienne, l'école française d'Haïti n'a jamais visé l'inclusion. L'école française d'Haïti n'a jamais visé la formation des citoyens haïtiens, elle vise autre chose. Mais la question que vous vous posez avec raison, c'est que si un ministre qui se fait payer richement, si un ministre qui détient autant d'avantages, qui détient autant de ressources, n'est-ce pas, financières, comme ministre, avoue candidement son incompétence, mais pourquoi diantre reste-t-il à la tête du ministère? D'où le titre de mon émission, de la sécurité publique à l'éducation, c'est tout le gouvernement qui est incompétent. C'est des gens qui disent, nous n'avons pas les compétences pour résoudre les problèmes, nous n'avons pas la volonté de les résoudre non plus, nous ne savons quoi faire pour nous en sortir, pourtant nous nous accrochons, n'est-ce pas, à nos titres, nous nous accrochons à nos privilèges, nous faisant grassement payer sans livrer la marchandise. Voilà le portrait du pays, mes amis. Voilà ce pays qui, selon la formule de Feu le bâtonnier de Port-au-Prince, n'est ni gouverné, ni dirigé, pays à la tête duquel pourtant on retrouve des politiciens tonitruants, des politiciens, n'est-ce pas, qui faisaient beaucoup de bruit quand ils étaient dans l'opposition, et maintenant qu'ils sont à la tête du pays, ils ne livrent pas la marchandise. Pourquoi devrions-nous les garder? Mais pourquoi diantre les garde-t-on? Voilà donc la question qu'on va se poser et à laquelle on va tenter d'apporter quelques éléments de réponse à l'émission d'aujourd'hui. Vous connaissez le rituel, je vous veux éveiller.
Offrez-vous donc une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on lançait cette phrase du ministre de l'Éducation et vous voyez bien que ces phrases-là sont bien ciselées. Un ministre de l'Éducation qui vient dire tout bonnement « Mes chers amis, mes chers compatriotes, l'école l'a crasé ». En bon français, « Mes chers compatriotes, il n'y a plus d'école ». Au fait, cette phrase-là n'est pas sans rappeler celle d'Émilie Prophète qui disait « Mesdames, Messieurs, je suis, il est vrai, ministre de la Sécurité publique, je suis, il est vrai, ministre de la Justice, mais les territoires qui sont contrôlés par les terroristes sont des territoires désormais perdus. Nous devons nous habituer à cela. » Un conseiller présidentiel, coordonnateur de surcroît du CPT, qui vient dire sur le plateau d'une chaîne de télévision « Nous avons sous-estimé le problème d'insécurité, je n'ai pas de solution. » Mais il reste quand même accroché à son poste. Et comme si tout ce tableau-là n'était pas suffisamment cauchemardesque, le ministre de l'Éducation, professeur de carrière, professeur de métier pendant plus de 40 ans, vient dire dans une conférence de presse « L'école l'a crasé, il n'y a plus d'école en Haïti, ne comptez plus sur l'école d'Haïti. » Pour quelle raison? Les élèves sont devenus fous, les parents sont devenus fous et les professeurs refusent d'enseigner. Et pourtant, il dit « Moi, je reste ministre. Si je reste ministre dans un pays où il n'y a pas d'école, si je reste ministre dans un pays où le ministre lui-même avoue qu'il n'y a plus d'éducation nationale d'Haïti, il faut se poser la question sérieusement, mais pourquoi est-il payé? Ne devrait-il pas rembourser tout ce qu'il a reçu comme honoraire, tout ce qu'il a reçu comme salaire en sa qualité de ministre de l'Éducation? Mais, les amis, l'occasion nous est offerte de nous reposer, de nous poser à nouveau la question de la doctrine de l'éducation en Haïti. Pourquoi va-t-on à l'école en Haïti? Au Québec où je vis, si vous posez la question à un professeur de l'école québécoise, si vous posez la question à un citoyen québécois moyennement averti, mais il saura vous dire qu'il y a une école québécoise qui cherche à préparer l'élève d'aujourd'hui au marché de demain. Qu'il y a une école québécoise qui cherche à préparer le Québécois d'aujourd'hui à servir son pays. Qu'il y a une école québécoise qui cherche à enseigner, n'est-ce pas, aux Québécois d'aujourd'hui, l'amour de soi, le respect de son environnement, l'amour de son pays, de sa nation, si tant est que le Québec soit déjà un pays. Mais si vous posez la même question à l'élève haïtien, à savoir, pourquoi y a-t-il une école en Haïti? Vous notez que je refuse de dire pourquoi y a-t-il une école haïtienne, car il n'y en a pas d'école haïtienne. Mais pourquoi y a-t-il une école en Haïti? La question de la doctrine de l'éducation. Mais l'élève vous dira tout bonnement qu'on me prépare, moi, à aller en France, qu'on me prépare à aller au Canada, qu'on me prépare à aller aux États-Unis. Et même ça, on ne le fait plus bien, on le fait mal.
Parce que, à en juger par les chiffres qui nous sont fournis par le ministre lui-même, à en juger par les maigres résultats qu'on a vus, n'est-ce pas, depuis 1865, ou plutôt les résultats qui sont plutôt délétères pour l'environnement haïtien, on se demande, mais quelle est la véritable doctrine du système de l'éducation en Haïti? Nous avons une école qui est, à toute fin pratique, une école d'exclusion. On va à l'école pour s'intégrer à une société. On va à l'école pour socialiser. On va à l'école pour apprendre comment vivre dans son pays, dans sa ville. On va à l'école pour savoir comment vivre en communauté, tenez. Mais l'école d'Haïti a toujours été une école d'exclusion. Une école qui cherche à faire couler les élèves plutôt qu'à travailler à leur réussite. Je vous pose la question, vous qui avez été scolarisé en Haïti, si je vous demande de citer le nom d'un ministre de l'éducation qu'on a déjà considéré comme un bon ministre, si je vous demande de citer le nom d'un ministre qu'on a déjà considéré comme un ministre compétent, vous allez tout de suite me sortir comme réponse, une fois que vous aurez donné le nom de ce ministre, vous allez me sortir comme élément de réponse que c'était un bon ministre. Pourquoi? Parce qu'en son temps, le taux d'échec était beaucoup plus élevé que sous les autres. C'est ainsi, par exemple, que moi-même, écolier sous Jean-Claude Duvalier, je retiens le nom du ministre Bernard. Il est connu dans l'histoire de ceux qui ont porté le portefeuille du ministère de l'Éducation en Haïti comme ayant été un bon ministre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a introduit le créole dans le système de l'éducation d'Haïti, mais pire, on vous dira que le ministre Bernard était un bon ministre parce que sous son ministère, le nombre de ceux qui ont échoué était très élevé. Et on disait de lui que ses examens étaient sévères parce qu'il était un ministre de l'éducation sévère. Vraiment. Dans tout autre pays qui porte bien son nom, dans tout gouvernement qui mérite le titre de gouvernement, un ministre sous le ministère duquel il y a beaucoup d'échecs serait obligé de rendre compte devant le Parlement, il serait obligé de rendre compte à sa population et finalement il serait obligé de démissionner parce que ce pourquoi il est payé, ce n'est pas de faire échouer les élèves, ce pourquoi il est payé, c'est de travailler au contraire à la réussite des écoliers. Et pourtant, en montant des années 70 aux années 80, on disait que le taux de réussite des élèves à l'école était de 10%. Quand vous aviez une certaine cohorte qui entrait à la première année du primaire, seuls 10% de cette cohorte-là finirait son secondaire 5, pour parler de cela en des termes nord-américains. Seuls 10% de ces étudiants-là feraient ce qu'on appelle en France le bac 2 ou qu'on appelait autrefois, n'est-ce pas, la philo. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou,
Je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Autant dire, sur une cohorte, le système en éliminait 90%. Si vous aviez, n'est-ce pas, 100 élèves qui entraient dans une cohorte, eh bien, 12 ou 13 années plus tard, il n'en restait que 10. Parce que, au fur et à mesure que les années passaient, l'école s'assurait d'éliminer ceux qui n'étaient pas perçus comme étant capables, et on imputait la faute à l'élève qui était considéré comme crétin, qui était considéré comme incapable, et jamais le ministre ne se regardait au miroir, jamais le professeur ne se regardait au miroir, jamais le système ne se posait la question de la doctrine de l'éducation pour savoir est-ce qu'on n'est pas en train de faire couler nos élèves quand nous étions censés les préparer à réussir. Et quand on disait qu'en montant, seuls 10% finissaient leur secondaire, il faut même pas se poser la question du contenu de ce système éducatif. Il ne fallait même pas se poser la question du cursus de ce système éducatif. C'est un cursus qui nous préparait à vivre en France. C'est un système qui nous préparait, c'est un cursus qui nous préparait à vivre au Canada. C'est un cursus qui nous préparait à vivre en Haïti. On était très peu préparés à rester en Haïti parce que les matières qu'on étudiait à l'école ne faisaient pas du tout référence à Haïti. C'est des matières qui faisaient référence à la France, n'est-ce pas? Qui faisaient référence au Canada, qui faisaient référence aux États-Unis. Autant dire que l'école n'a jamais cherché à préparer l'écolier haïtien pour Haïti. Je me souviens encore de ces leçons, ma foi, dans lesquelles on parlait de nos ancêtres les Gaulois. Je me souviens encore de ces anecdotes dans lesquelles, eh bien, des étrangers, puisque la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, avons été, du moins au primaire, scolarisés par des étrangers. Je me rappelle encore ces histoires où l'étranger faisait l'éloge de Napoléon Bonaparte et n'hésitait pas à envoyer notre empereur bien-aimé, notre Jean-Jacques Dessalines en enfer, parce qu'il aurait organisé le massacre des Français. Et dire que Napoléon se compare presque avantageusement à Hitler pour avoir ordonné le massacre de tous les Noirs de 12 ans et plus qui vivaient encore à Saint-Domingue et qui portaient des épaulettes. Personne ne se rappelle cela. Nos professeurs, au contraire, sous l'influence des Français, l'influence des Bretons, sous l'influence de ces Bretons royalistes et sexistes et racistes, nos professeurs, au contraire, envoyaient notre bien-aimé Jean-Jacques Dessalines en enfer, alors que Napoléon Bonaparte était, j'imagine, n'est-ce pas, au paradis. En tout cas, on lui chantait des Te Deum. Donc la doctrine du système d'éducation en Haïti ne s'est jamais posée. On ne s'est jamais demandé quelle était, si vous voulez, la finalité véritable de l'éducation en Haïti. Et ceux qui sont experts dans la chose vous diront que, mais en Haïti, on n'a jamais eu d'éducation, on a plutôt eu la scolarisation. On a passé un certain nombre d'années à l'école, on apprenait une langue qui n'est pas la nôtre, on refusait qu'on parle, n'est-ce pas, notre langue à nous, avec tous les complexes d'infériorité que cela, n'est-ce pas, pouvait entraîner. Et quand on finissait son bac 2, quand on finissait son secondaire, on était plutôt prêt à partir plutôt qu'à rester en Haïti. D'où cette statistique alarmante, n'est-ce pas, de la Banque mondiale, à savoir que 85% de ceux qui finissent leur secondaire en Haïti,
85% de ceux qui font des études universitaires en Haïti laissent le pays au plus tard 5 années après leur diplomation parce qu'ils réalisent tôt ou tard que ce pays ne les a pas préparés pour y rester. Au contraire, l'école les a préparés pour s'installer et réussir à l'étranger, alors que le pays continue à s'enliser dans ce marasme infra-humain. Si en montant, le taux de réussite était de 10%, donc lorsqu'on avait une cohorte qui entrait au primaire, seuls 10% finissaient son secondaire, eh bien, sous le ministère du professeur de carrière Antoine Augustin, le taux est encore plus alarmant, car nous a-t-il avoué candidement devant les antennes de télévision, devant les micros, n'est-ce pas, des stations de radio, quand on a une cohorte de 1 million d'élèves qui entrent en première année du primaire, à la fin du secondaire, s'il en restait 50 000, on devrait célébrer cela, car même ce faible chiffre devrait être festif selon la conception du professeur Antoine Augustin, devenu depuis presque 2 ans maintenant ministre de l'Éducation. Non seulement ne s'est-on jamais posé la question de la finalité, non seulement ne s'est-on jamais posé la question de la doctrine du système de scolarisation en Haïti, mais conséquemment, on ne s'est jamais posé la question du cursus. Les cours, les matières qu'on apprend à l'école d'Haïti, à quoi servent-elles? Je vais vous donner un exemple. N'êtes-vous pas surpris que Haïti, qui est un pays tropical, n'ait pas de faculté de médecine tropicale? Tandis que partout dans les Antilles, tandis que partout dans les Caraïbes, n'est-ce pas, les pays développent une compréhension de la médecine, les pays développent, n'est-ce pas, une certaine science de la médecine tropicale. En Haïti, à l'école de médecine, pour ne citer que cet exemple-là, on continue à répéter telles quelles les notions de médecine apprises dans les autres pays et on ne développe aucune faculté de médecine tropicale. Ceci n'est qu'un exemple. On nous impose le français comme langue d'enseignement, même si aujourd'hui on continue de dire que oui, le créole, n'est-ce pas, est à égalité avec le français. On sait que c'est faux. Les professeurs préfèrent enseigner en français, les élèves eux-mêmes préfèrent se faire enseigner, n'est-ce pas, en français, ce qui est contraire aux données scientifiques de l'éducation. Les sciences de l'éducation nous apprennent qu'on devrait être scolarisé dans notre langue maternelle, alors développe-t-on, n'est-ce pas, un plus grand épanouissement dans les matières qu'on nous enseigne. Mais en Haïti, on continue à faire comme la France du 19e siècle, comme la France des années 1865, on apprend à l'école dans la langue du colon. La doctrine n'est pas haïtienne, j'entends la doctrine de l'école d'Haïti. Le cursus n'est pas haïtien dans le sens qu'il n'a jamais été adopté ni adapté aux problématiques haïtiennes, ni adapté à la sociologie haïtienne. Les matières qu'on y apprend ne nous préparent pas à vivre en Haïti, mais mieux, mais pire devrais-je dire. L'école d'Haïti ne nous apprend pas à nous aimer. L'école d'Haïti ne nous apprend pas à nous intégrer à la société. C'est une école d'exclusion. Quand vous avez 1 million de personnes, 1 million de jeunes qui entrent à l'école en première année et que seulement 50 000 d'entre eux finissent leur secondaire, donc leur secondaire, il faut se poser la question, mais par où sont passés les autres? Par où sont passés les autres 950 000? Il y en a qui ont quitté à la première année de l'école primaire et il n'y a pas de programme de raccrochage scolaire en Haïti. Il y en a qui vont laisser, n'est-ce pas, en 2e année du secondaire. Or, on ne valorise pas l'enseignement des métiers en Haïti. Et on se surprend encore qu'aujourd'hui, les barbecues, les Vitellum, les ISO, ceux qui terrorisent la population haïtienne, on se demande encore pourquoi ils trouvent
si facilement des soldats à recruter? La réponse est simple, c'est que l'État haïtien n'a jamais cherché à inclure les élèves haïtiens dans la société haïtienne au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que une petite élite progresse dans cette scolarisation. L'école laisse la majorité des élèves en arrière, les abandonnant à la petite criminalité, les abandonnant plus tard au grand banditisme et aujourd'hui au terrorisme. Et personne n'a accepté de poser la question lucidement. Personne n'a accepté de poser la question crûment, ou alors, quand on réalise les effets plusieurs années plus tard, on ne propose pas de solution. Ça a été ça, la posture du ministre Antoine Augustin. Il s'est contenté d'organiser, n'est-ce pas, une conférence de presse à renfort de tambours et de trompettes, mais après sa conférence de presse, jamais n'a-t-il dit « voici ce qu'on va faire pour remédier au problème ». J'ai lu dans la presse cette semaine un ancien ministre, je crois, qui propose des états généraux de l'école d'Haïti. Au fait, ce ne sont pas seulement des états généraux de l'école d'Haïti qu'il nous faut des états généraux pour repenser ce pays, pour repenser cette nation. Au fait, ce ne sont pas seulement des états généraux de l'éducation qu'il nous faut en Haïti, je le disais, ce sont des états généraux pour repenser le pays. Au fait, c'est ce que l'équipe du CPT avait promis, vous vous souvenez? Allez relire le fameux accord du 4 avril, là, dans lequel il disait « Voici la feuille de route de la transition ». Et il est clairement écrit dans cet accord qu'on allait lancer une conférence souveraine pour repenser la nation, pour repenser les grandes missions de l'État. Et parmi les grandes missions de l'État, ma foi, c'est la question de l'éducation. Une fois qu'on a pensé la question de la sécurité, mais il faut penser la question de l'éducation. Je suis un biographe de Toussaint Louverture. J'aime à rappeler que Toussaint Louverture, déjà, n'est-ce pas, au début du 19e siècle, croyait en la nécessité d'une éducation pour sa population qui venait de sortir de l'esclavage. Toussaint prévoyait un certain nombre d'écoles par région, par commune, et l'État aidait les habitants dans leur scolarisation. Nous sommes là au début du 19e siècle. Imaginez qu'aujourd'hui encore, nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas? L'école haïtienne n'est toujours pas gratuite pour l'élève haïtien. Et le ministre le dit, la majorité de nos écoles sont des écoles privées, ça coûte cher à une population qui ne travaille point. Et pour quel résultat? Entre-temps, ce que le ministre ne vous dit pas, c'est qu'il y a des taxes que l'État perçoit sur chaque dollar que vous et moi du Chili, que vous et moi du Brésil, que vous et moi des Caraïbes, que vous et moi de l'Europe, que vous et moi des Amériques, n'est-ce pas, envoyons vers Haïti. Sur chaque dollar que nous envoyons en Haïti, l'État perçoit une taxe qu'il appelle Fonds national d'éducation, qui était censé payer les professeurs, qui était censé, n'est-ce pas,
destiné à construire des écoles gratuites pour les élèves. Et pourtant, malgré le vœu pieux de la Constitution haïtienne, vœu selon lequel l'école, n'est-ce pas, doit être gratuite du primaire jusqu'à la fin du secondaire, la majorité des écoles en Haïti sont des écoles privées. Et donc, la majorité des élèves haïtiens payent pour leur scolarisation. Donc, non seulement l'État n'investit-il pas dans l'éducation de ses futurs citoyens, mais quand les parents investissent leur argent dans la scolarisation de leurs enfants, l'État ne fournit aucun effort appréciable pour aider à la réussite des enfants. En sorte que, si jamais il y a un État en Haïti, il faut se poser la question, mais à quoi sert-il l'État? Et donc, je vous disais, ce que le ministre Antoine Augustin ne vous dit pas, c'est qu'il gère, en tant que président honoraire, n'est-ce pas, du FNE, Fonds national d'éducation, il gère énormément de millions. Imaginez, sur chaque dollar que vous et moi envoyons vers Haïti, l'État haïtien prélève quelque chose comme $1,50. Donc, il y a une somme énorme qui est taxée, qui est prélevée, n'est-ce pas, à titre de taxe. Il y a une somme énorme que l'État perçoit, soi-disant pour créer des écoles, soi-disant pour aider à la scolarisation des jeunes. Mais Antoine Augustin ne nous livre toujours pas de rapport sur combien l'État perçoit, combien l'État gagne par mois sur chaque dollar que vous et moi envoyons en Haïti. Mais pire, il dit, s'il n'y a pas d'école en Haïti, ajoute-t-il, ce n'est pas par la faute du ministère, c'est parce que les profs refusent d'enseigner. Ils passent l'équivalent de plusieurs mois en grève. Oh! Antoine Augustin est payé par l'État pour ce qu'il ne fait pas. Il ne fait rien, sinon que de donner des conférences de presse. Vous êtes payé, monsieur le ministre, pour régler les problèmes du système éducatif d'Haïti. Vous n'en faites rien et pourtant vous continuez à être payé. Vous faites plutôt le reproche aux profs qui refusent de travailler sans qu'ils ne soient payés. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le ministre, des fonds que l'État perçoit à même les membres de la diaspora qui envoient de l'argent vers Haïti? Où est passé cet argent? À quoi sert-il? Est-ce qu'il sert à enrichir les ministres, à enrichir les maîtresses des ministres? Est-ce qu'il sert à permettre aux ministres, n'est-ce pas, d'avoir des résidences secondaires partout à travers le pays? Est-ce qu'il sert à permettre aux ministres de payer des études, n'est-ce pas, très chères à leurs enfants à l'étranger? Tandis que les profs qui se saignent à blanc au jour le jour pour aller à l'école dans des conditions que l'on connaît, exposant ainsi leur vie, ne sont pas payés par l'État. Le ministre de l'Éducation leur fait le reproche en leur imputant l'inexistence de l'école, car il a dit clairement, il n'y a plus d'école en Haïti, car les profs font la grève trop longtemps. Vous notez que tout le monde a tort, sauf celui qui est payé pour résoudre le problème. Le ministre de l'Éducation devrait commencer par se regarder au miroir et dire « mais mea culpa, mea maxima culpa, c'est ma faute en tant que ministre, c'est ma très grande faute en tant que ministre, je suis payé pour résoudre le problème, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les moyens, je n'ai peut-être pas la volonté, je suis impuissant de résoudre le problème, je viens présenter ma démission à la nation car j'avais sous-estimé le problème. » Il reste à la tête du ministère tout en confessant candidement à la nation qu'il n'y a pas d'école. Du temps du roi Christophe, l'école était à ce point obligatoire. L'école était à ce point nécessaire aux yeux de notre monarque bien-aimé qu'il allait jusqu'à fouetter des soldats, qu'il allait jusqu'à fouetter des membres de son armée qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Car, écrivait-il dans sa correspondance avec William Wilberforce, parlementaire britannique, la seule façon d'élever ce peuple vers son potentiel, c'est par l'éducation.
Nous sommes au 21e siècle. Ceux qui sont soi-disant à la tête du pays sont des détenteurs de doctorat, des détenteurs de maîtrise en sociologie, en médecine, en sciences économiques, en sciences juridiques et que sais-je encore. Ceux-là même qui avaient promis de lancer des états généraux pour réfléchir sur le design de la nation et donc réfléchir sur la problématique du système de scolarisation en Haïti, ils continuent à se faire payer près de 16 mois plus tard, mais ils ne livrent pas la marchandise. Alors la question que je pose à Antoine Augustin, mais que faites-vous pour résoudre le problème? En plus de poser le diagnostic, à savoir qu'il n'y a plus d'école parce que les parents sont devenus fous, les élèves sont devenus fous, les enseignants refusent d'aller à l'école, ils font la grève, mais que faites-vous, monsieur le ministre, pour qu'on n'en arrive pas là? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous sortir de cette situation? Je vous disais que l'école d'Haïti est une école d'exclusion. Ainsi le voulait, n'est-ce pas, la France, qui, selon la doctrine Molien, vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de ce diplomate, de cet espion français, que la France avait envoyé au Cap haïtien dans les années qui ont immédiatement suivi notre indépendance pour s'assurer de reprendre le contrôle d'Haïti, mais cette fois-ci par le contrôle de son système d'éducation, mais désormais par le contrôle de sa culture. Eh bien, il avait suggéré que la France prenne le contrôle du système d'éducation d'Haïti, et si la France réussissait à prendre le contrôle de notre système d'éducation, elle nous contrôlerait pour toujours. Eh bien, on voit les effets délétères, les effets malveillants de la doctrine Molien. Si vous confiez le cerveau de votre jeunesse à votre ennemi, est-il étonnant que votre propre jeune devienne votre propre ennemi? C'est ce à quoi nous assistons. Les gens qui aujourd'hui nous terrorisent, c'est des gens que le système avait laissés de côté, se disant, je suis en train d'expliquer, je ne suis pas en train d'excuser, je suis en train d'expliquer, je ne suis pas en train, n'est-ce pas, de minimiser ni de banaliser le problème. Mais lorsque vous avez 1 million d'élèves qui entrent à l'école selon les chiffres du ministre et que vous ayez seulement 50 000 d'entre eux qui finissent leur secondaire, c'est que l'État, sur une dizaine d'années, a laissé derrière, a laissé tomber, a laissé de côté, l'État a exclu 950 000 d'entre eux. Et la véritable question à se poser, c'est que fait l'État pour récupérer ces 950 000 élèves qu'il a laissés derrière, sans métier, sans avenir, sans, n'est-ce pas, sans diplôme, sans système d'éducation et sans horizon à toute fin pratique. Alors, puisque nous avons tous notre place sous le soleil, puisque nous avons tous une bouche à nourrir, quand l'État refuse de remplir ses grandes missions, eh bien, vous aurez 950 000 personnes qui ne sont plus désormais des enfants, qui auront une famille, mais qui ne sont pas préparés à assumer leurs responsabilités en tant que père, en tant que mère, parce que ces personnes-là n'ont pas de diplôme, parce que ces personnes-là ne sont pas suffisamment instruites, parce que ces personnes-là n'ont pas de métier. Quand vous avez 950 000 personnes par cycle de 13 ou 14 ans que l'État laisse en arrière, est-ce étonnant qu'on se retrouve avec ce problème énorme d'insécurité en Haïti, où des ennemis placent des armes entre les mains de nos jeunes, où des ennemis placent des torches entre les mains de nos jeunes et leur disent « allez incendier, allez brûler l'hôtel, allez chasser, n'est-ce pas, telle personne de son domicile privé ». C'est pas difficile à atteindre puisque ces gens-là ont été laissés de côté, ces gens-là ont été abandonnés par l'État. Je voudrais, dans cette dernière séquence de l'émission, partager avec vous un exemple concret du fait que l'école d'Haïti est une école d'exclusion plutôt que d'inclusion. On fait la pause et au retour de la dite pause, je vais partager avec vous l'expérience de ce jeune homme dont vous avez entendu parler il y a 3 ans. Jeune homme avec lequel nous avons réalisé une émission un mercredi.
Vous vous souvenez de ce jeune homme qui était à l'école normale supérieure, qui voulait se former pour devenir prof, mais qui, faute de moyens, a dû abandonner l'école parce que l'État ne lui offrait pas l'opportunité de faire un stage en tant qu'enseignant. Il a dû abandonner l'école pour aller vendre, ma foi, des papitas, comme on dit chez nous, vendre du pain à ses anciens camarades de classe, car il devait nourrir ses jeunes frères et sœurs, il devait nourrir, n'est-ce pas, ses parents, il a dû abandonner l'école. Et 3 ans plus tard, grâce aux efforts concertés de quelques amis que je voudrais remercier tout à l'heure publiquement, grâce à cette conscientisation, ce message de SOS que nous avons lancé, n'est-ce pas, sur ce plateau, eh bien, 3 ans plus tard, quel ne fut mon bonheur de recevoir le diplôme de ce jeune homme qui est détenteur désormais d'un diplôme d'études supérieures dans les sciences de l'éducation, prêt à mettre ses ressources, ses compétences et sa formation au service de ses compatriotes, lui que l'État avait pourtant rejeté pour faute de moyens. On s'arrête ici et je vous reviendrai avec cette histoire tellement poignante, mais qui illustre à quel point l'école d'Haïti n'est pas une école d'inclusion, ce n'est pas une école d'intégration, c'est plutôt une école d'exclusion. À tout à l'heure, les amis. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Mais revenons à cette politique d'exclusion de l'école d'Haïti. Au fait, tous nos comportements en Haïti sont des comportements d'exclusion. Boat people versus fly people. Les gens de Port-au-Prince versus les gens de province. Les gens de campagne versus les gens de ville. Les gens qui viennent d'arriver versus les gens qui sont installés depuis longtemps. Les gens qui s'installent aux États-Unis depuis le Chili, depuis le Brésil et qui sont méprisés par ceux qui sont arrivés directement d'Haïti. Vous comprenez? Tous nos comportements sont des comportements d'exclusion. Chrétiens versus vaudouisants, catholiques versus protestants. Rien dans l'école d'Haïti nous a enseigné le vivre ensemble. Rien dans l'école d'Haïti nous enseigne la tolérance. Si nous sommes des jusqu'au-boutistes, si nous sommes des gens qui nous excluent réciproquement, qui nous excluent, n'est-ce pas, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, mais ça ne tombe pas du ciel, c'est le fruit de l'école. Je vais être, puisque je suis du Nord, partisan de Septentrional, je vais détester à mort les partisans de Tropicana. Je vais être partisan de telle équipe de soccer et je vais détester à mort telle autre équipe. Donc, au fait, on ne nous apprend pas la coopération. On ne nous apprend pas la coopétition. C'est-à-dire, on collabore d'abord et on compétitionne ensuite. L'école ne nous apprend pas le vivre ensemble. L'école ne nous apprend pas le bien commun. L'école ne nous apprend pas à valoriser l'intelligence de l'autre. Vous connaissez ce vieux proverbe très nôtre. Si c'est pas moi qui dis il n'est pas bon. Si c'est pas moi qui fais il n'est pas bon. Si c'est pas bon la caille moi le saute il pas bon. Et donc on passe toute notre existence, toute notre histoire de peuple à s'exclure mutuellement plutôt qu'à vivre ensemble. Et vous savez, le premier responsable de cela, c'est le système de l'éducation d'Haïti.
Je vous avais promis de partager avec vous cet exemple-là. Vous vous souvenez, et ce mercredi, j'aurai une émission avec lui en direct sur notre chaîne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeune homme qui avait défrayé la chronique en Haïti après qu'un journaliste a attiré l'attention de la population sur ce jeune homme qui avait complété, je crois, 3 années, n'est-ce pas, à l'école normale supérieure. Donc, il se formait pour devenir prof. Et sauf que l'État ne lui avait pas offert le moyen d'effectuer un stage et de commencer à gagner un petit peu d'argent pour poursuivre ses études. Moi, je ne le connaissais pas. Et je voudrais rendre hommage à mon ami François Ferdinand qui m'avait appelé pour me dire « Jean, regarde, il y a ce jeune homme-là, tu dois faire quelque chose pour l'aider. » Et là, il m'avait envoyé ce reportage. Je vois ce beau jeune homme, jeune, dynamique, intelligent, qui a dû abandonner l'école parce qu'il n'avait plus les moyens, parce que l'État ne lui offrait pas l'opportunité d'effectuer un stage en tant qu'enseignant en formation. Il a dû donc abandonner l'école pour aller vendre dans des cours d'école du pain, du pâté, des papitas, comme on appelle cela chez nous. Et il le faisait avec une telle fierté que c'était devenu très émouvant. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce jeune homme à reprendre l'école et à pousser, n'est-ce pas, ses rêves jusqu'au bout? Bon. En ce moment-là, c'était Nesmi Maniga, je pense, qui était redevenu ministre de l'Éducation. Je l'ai appelé et je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, il faut offrir un stage à ce jeune homme. Il l'a fait. Et puisque ce jeune homme voulait pousser plus loin encore sa formation, il voulait aller au-delà de la licence, n'est-ce pas, effectuer des études supérieures, j'ai appelé le professeur Samuel Pierre, que je voudrais remercier, pour lui demander une demi-bourse pour ce jeune homme, ce qui a été accordé. Merci au professeur Samuel Pierre. Le jeune homme a été admis sur concours à l'ISTEA, l'université que dirige, n'est-ce pas, le professeur Samuel Pierre en Haïti. Et puisqu'il a bénéficié d'une demi-bourse, nous nous sommes cotisés, des amis et moi, et je voudrais remercier le docteur Ferdinand des États-Unis qui a largement contribué à payer, n'est-ce pas, les frais de scolarisation de ce jeune homme. Et quel ne fut mon bonheur cette semaine de recevoir de la part de ce jeune homme une copie de son diplôme, une copie de son relevé de notes. Et il s'est donné de la peine de nous remercier, nous tous qui avons cotisé à cela, en nous disant que sans nous, il n'aurait pas obtenu son diplôme d'études supérieures spécialisées, je pense dans l'enseignement des mathématiques. Pour ce jeune homme, on a fait, nous, des compatriotes, ce que l'État aurait dû faire. Vous notez que ce n'est pas à nous, on ne regrette pas de l'avoir fait. Il y a toujours du bien à faire du bien. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ce qu'on a fait pour ce jeune homme-là, imaginez des centaines d'autres qui ont probablement la même intelligence que ce jeune homme, qui sont peut-être même plus intelligents que lui, mais qui n'ont pas cette opportunité-là d'avoir attiré l'attention des médias, qui n'ont pas l'opportunité de bénéficier d'une demi-bourse, qui n'ont pas l'opportunité, n'est-ce pas, de trouver des amis qui se cotisent pour payer leurs études. Mais imaginez pour un seul jeune homme qui a bénéficié d'une demi-bourse, pour un seul jeune homme qui a bouclé ses études, n'est-ce pas, supérieures spécialisées, pour un seul jeune homme comme cela, imaginez des centaines d'autres que l'État a laissés de côté. Évitez-moi ce langage de misérabiliste, à savoir l'État n'a pas les moyens. Faux. Est-ce que vous voyez le niveau de vie d'un ministre? Intéressez-vous, n'est-ce pas, au niveau de vie, au train de vie de ces ministres-là, qui ne sont ministres que depuis 16 mois. Ils dorment dans des hôtels de luxe, aux frais de l'État. Ils ont des voitures blindées, leurs maîtresses souvent détiennent des voitures blindées. Ils sont payés pour des résidences secondaires, donc ils ont d'énormes moyens. Ne laissez pas les politiciens haïtiens vous dire qu'il n'y a pas de moyens en Haïti. Faux. Ces moyens-là sont détournés de leur but premier.
Ces ressources sont détournées de leur finalité. Imaginez ce FNE, ce Fonds national pour l'éducation. Quand il n'était pas ministre, Antoine Augustin avait promis qu'il ferait faire un audit pour savoir quelle somme est recueillie par l'État tous les mois et comment cet argent est dépensé. Il est le président du Conseil supérieur de l'éducation nationale, donc il est le président du comité qui gère le FNE. Pourquoi diantre ne fournit-il aucun rapport? Mais c'est parce que cet argent-là est détourné à d'autres choses. Alors imaginez pour ce jeune homme-là, qui serait passé à côté de son rêve, qui serait passé à côté de ses ambitions, parce que l'État a refusé de lui fournir les moyens pour devenir professeur. Il n'y a pas un seul pays qui se développe sans que l'État n'investisse dans la scolarisation de sa jeunesse. Il n'y a pas un seul pays qui réussisse sans que l'État n'investisse dans l'éducation de sa jeunesse. Vous avez des gens qui ont des maîtrises en sociologie dans le cas du professeur Antoine Augustin, d'autres qui ont des doctorats en médecine, doctorats en sciences, dans les sciences économiques et que sais-je encore, mais qui refusent d'investir dans l'éducation de la jeunesse, soit parce qu'ils sont inconscients, soit parce qu'ils sont oublieux de leur propre histoire. Regardez les gens qui sont au sein du CPT, mais c'est des gens de la classe moyenne. C'est des gens dont les parents, n'est-ce pas, se sont saignés à blanc pour les envoyer dans des écoles privées, prenant parfois un repas par jour. Maintenant qu'ils sont parvenus au sommet de l'État, ils oublient leur propre histoire et refusent d'investir dans l'éducation de la jeunesse. Mais pour un seul jeune homme que nous avons aidé, vous et moi, n'y a-t-il pas 949 000 que l'État laisse en arrière? Pour un seul jeune que nous avons aidé, combien y a-t-il que l'État a laissé en arrière? Parce que nous avons des inconscients à la tête de l'État, parce que nous avons des voleurs à la tête de l'État, n'ayons pas peur du mot, parce que nous avons à la tête de l'État des dilapidateurs, parce que nous avons à la tête de l'État des gens qui se font payer pour une mission, mais mission qu'ils refusent d'accomplir, mais ils s'accrochent quand même à leur titre, même s'ils ne livrent pas la marchandise. Vous voyez ? Ce jeune homme était parvenu, je crois, en 3e année à l'école normale supérieure. L'État l'a laissé de côté parce que l'État refusait de lui fournir l'occasion d'effectuer un stage. Et n'était cet appel personnel auprès du ministre de l'Éducation d'alors, ce jeune homme serait condamné à vendre du pain, à vendre des pâtés à ses anciens camarades, tandis qu'il aurait pu se former pour devenir professeur, comme il s'apprête à le faire. On ne peut pas construire un pays dans l'exclusion. L'État doit se reprocher l'exclusion de ses propres enfants quand vous avez 1 million d'élèves qui entrent à l'école et seulement 50 000 d'entre eux vont finir leur secondaire. Et vous et moi savons que quand on finit son secondaire, on a à peine un billet d'entrée qui ne nous prépare même pas encore au marché du travail. La formation du secondaire, c'est une formation générale. En général, quand on finit son secondaire, on n'a pas encore de métier, surtout en Haïti, car le système de scolarisation d'Haïti ne favorise pas l'apprentissage des petits métiers. Non seulement l'État exclut la plupart de ces jeunes de son école, mais quand on regarde la matière ou les matières qui sont enseignées dans nos écoles, ce ne sont pas des matières qui nous préparent à vivre en Haïti. Et quand vous avez une éducation, un système d'éducation qui ne répond pas aux besoins de la nation, on finit à terme par ne plus avoir de nation. Quand on a un système d'éducation qui laisse de côté 950 000 de ses fils et filles sur 1 million qui entrent à l'école, eh bien, après 15 ans, on finit par récolter ce qu'on a là en ce moment. Des bandits qui sont armés par nos ennemis, tant nationaux qu'internationaux, et à qui on dit « allez brûler telle maison,
aller kidnapper tel autre, aller prendre d'assaut tel commissariat de police. Ce n'est pas étonnant parce que l'État haïtien ne s'est jamais occupé de ces grandes missions régaliennes. Il n'est pas normal que l'école laisse de côté 950 000 jeunes sur 1 million. Quand on fait ça, on se tire une balle dans les pieds, car sur 15 ans, sur 20 ans, on va récolter exactement ce qu'on voit là. Les chiffres du ministre, tout en révélant ses incompétences, les chiffres du ministre, tout en révélant son incapacité à résoudre le problème, devraient nous alarmer sur la nécessité de lancer véritablement des états généraux de la nation, pas seulement sur l'éducation, mais sur le design de ce pays. Je vous remercie d'être resté attentif jusqu'à cette présente minute. Gardons le moral quand même, car tant que va le moral, tout va. Mais réalisons, les amis, que nous n'avons pas de pays. Il n'y a pas de pays quand l'État ne s'occupe pas de ses jeunes. Il n'y a pas de pays quand le système d'éducation n'est pas un système d'éducation nationale. Il n'y a pas de pays quand, sur 1 million de jeunes qui entrent à l'école, l'État en abandonne 950 000. Il faut que ça change. Bonne semaine. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir.